Bonjour, bienvenue à cet événement organisé conjointement par la chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits sociaux et le GRIPAL, le groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine. On va discuter aujourd'hui pendant 1 heure et demie, maximum 2 heures a priori, du processus constitutionnel chilien qui a été marqué par plusieurs événements sur lesquels on va revenir évidemment, mais notamment par le plébiscite qui a eu lieu dimanche dernier, qui s'est traduit par une victoire écrasante de l'apruebo, donc le oui, disons, à une nouvelle constitution, et donc ce qui a initié un processus constituant qui va s'étaler plus ou moins sur un an. Et on va donc discuter des différentes étapes, des dynamiques de participation, de l'interaction entre ce processus constituant et les partis politiques, et la société civile, la rue, les manifestations, les assemblées territoriales, etc. Et sur ce qui va se jouer, disons, pour le futur du Chili, autant au niveau institutionnel qu'au niveau politique. Donc, pour discuter de toutes ces questions, aujourd'hui, on est très content de recevoir 3 personnes qui travaillent sur le Chili depuis longtemps. On va avoir Emmanuel Barrosé, qui est professeur titulaire au département de sociologie à l'Université du Chili. Aussi Marie-Christine Doran, qui est professeure à l'école pas des hautes études, pardon, à l'école d'études politiques, c'est ça, d'études politiques de l'Université d'Ottawa, et Ricardo Peñafiel, qui est, lui, professeur associé au département de sciences politiques de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et je suis moi-même Marcos Ancelovici, le titulaire de la chaire et professeur de sociologie à l'UQAM également. Donc, on va discuter, faisons un petit peu chacun notre tour évidemment, mais aussi on va se relancer mutuellement, se poser des questions. Vous pouvez vous-même poser des questions qu'on va recueillir, pas forcément dès le début, mais disons après plus ou moins une demi-heure de discussion à travers les commentaires sur Facebook ou sur YouTube. On va essayer des fois, si éventuellement les questions se recoupent, on essaiera de faire des synthèses pour éviter, disons, les redondances. Et je vais d'abord, pour commencer, vous faire un petit récapitulatif de la séquence des événements et vous présenter rapidement les résultats. Donc, pour comprendre ce plébiscite qui est vraiment historique pour le Chili, c'est-à-dire le dernier grand plébiscite qui pourrait être comparable, c'est celui de 1988, lorsque la population a été appelée à se prononcer sur la prolongation du gouvernement, enfin la présidence de Pinochet, du général Pinochet. Et le non l'a emporté, ce qui a mis fin à la dictature et ce qui a entamé une transition à la démocratie. Donc, depuis 88, c'est vraiment l'élection la plus importante. Elle a eu lieu, cette élection-là, tout d'abord, parce que si on revient un an en arrière, il y a eu, à partir du 18 octobre 2019, un soulèvement populaire qu'on appelle communément au Chili l'estallido, donc un peu l'explosion ou l'éclatement social, l'estallido social, qui s'est traduit par énormément de manifestations, d'assemblées, d'occupations. Il y a eu aussi certaines violences, des pillages, des choses comme ça. Il y a eu très rapidement un couvre-feu, enfin, l'état d'urgence et un couvre-feu qui a été promulgué d'abord à Santiago, puis ensuite à l'échelle nationale. Il y a eu l'armée était déployée, donc si on n'avait pas vu depuis la dictature. Tout ça, évidemment, s'est traduit par des négociations au niveau politique et le 15 octobre, en partie en réponse à cette mobilisation massive, mais aussi pour essayer de la canaliser, pour essayer, disons, d'empêcher qu'elle ne déborde, pour la ramener, disons, dans le giron institutionnel. Il y a un accord qui a été signé entre les principaux partis politiques du gouvernement et une grande partie de l'opposition, qui s'appelle l'Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, donc l'accord pour la paix et la nouvelle constitution, qui a été signé le 15 novembre 2019 et qui a mis, disons, la feuille de route de ce processus constituant. Le plébiscite devait originellement avoir lieu le 26 avril. Il a été repoussé à cause de la pandémie qui a frappé très, très durement le Chili, enfin qui frappe encore durement le Chili, comme partout de toute façon. Et donc, ça a été déplacé au 25 octobre, dimanche dernier. Donc, ce résultat de dimanche, il est vraiment historique. Tout d'abord, je vais vous montrer quelques photos, disons, de la soirée même. Les résultats sont sortis très rapidement, en fait, en l'espace d'une demi-heure, 1 heure, la tendance était claire, et au bout de 2-3 heures, on pouvait clairement dire que la victoire était plus ou moins dans les 80%. Pour vous donner un peu une idée des célébrations qu'il y a eu,
Ça, c'était à la Plaza de la Dignidad, donc là qu'on appelle aussi, enfin, qui s'appelait avant Plaza Baquedano, Plaza Italia. C'est au centre de Santiago. Donc, Adios Général, en faisant référence au général Pinochet, donc pour marquer, disons, la fin de la Constitution de 1980, qui, malgré la transition à la démocratie, était encore le cadre légal en vigueur, malgré des réformes qu'il y a eu, notamment en 2005. Mais disons, la base était encore là, qui donc est associée au modèle néolibéral hérité de la dictature. Donc, énormément de gens rassemblés sur la place pour fêter la victoire de Apruebo, donc de la demande d'une nouvelle constitution. Je reviendrai après rapidement sur les deux questions qu'il y avait, mais ça, c'est pour simplement que vous voyez un peu l'ambiance qu'il y avait ce soir-là. Parmi les graffitis qu'on pouvait voir ou les affiches qu'on pouvait voir, donc là, on voit Pinochet en train de brûler avec dans ses bras la constitution du Chili, donc la constitution de 1980, donc héritée de la dictature. Ça, c'est toujours au centre de Santiago, la Plaza de la Dignidad, donc avec des feux d'artifice improvisés, vous voyez, projetés sur l'immeuble La Torre Telefónica, donc un des immeubles emblématiques du centre-ville, projeté sur l'immeuble Renace, donc René. Donc vraiment, ce vote historique qui est vécu et interprété par la grande majorité de la population vraiment comme un tournant historique pour le Chili et une occasion de refonder la politique institutionnelle chilienne et aussi de compléter la transition à la démocratie qui était à certains égards incomplète malgré les différentes réformes et les différents progrès qu'il y a eu depuis 1989. Donc, ce référendum, pardon, ce plébiscite, il s'est traduit, comme je disais, par une grande victoire. La première question qu'il y avait, il y avait deux questions. La première question, c'était est-ce que vous voulez, oui ou non, une nouvelle constitution? Et là, le oui, l'apruebo, l'a emporté à 78,27%. Donc, c'est vraiment une victoire écrasante. Et la deuxième question, qui était est-ce que vous voulez une convention mixte, donc avec une moitié de membres qui sont des députés qui viennent du Congrès et l'autre moitié qui est élue directement par la population, ou est-ce que vous voulez plutôt une convention constituante où là, tous les membres de la convention sont élus directement par la population. Et c'est la deuxième option, convention constituante, qui l'a très, très largement emporté avec 78,99% des suffrages. Donc, dans les deux cas, c'est vraiment une victoire très, très nette, indiscutable pour toute la campagne qui a été menée. Pour vous montrer rapidement les distributions des résultats. Au cas où vous ne connaissez pas du tout le Chili et vous ne voyez pas à quoi ça ressemble quand on parle des différentes régions, on ne va pas rentrer a priori dans plein de détails des différentes régions du Chili au niveau du comportement électoral. Mais Santiago, la capitale, est au milieu, ici, la région métropolitana, donc c'est vraiment ici, au milieu du pays. Quand on parle de la Araucanía, le Wallmapu, là où il y a les conflits avec les Mapuches et les autochtones, c'est cette région-là, ici, donc avec notamment Temuco, qui est à peu près ici. Et lorsqu'on parle du nord, généralement du désert, on fait souvent référence à cette région-là, donc Tarapacá, Antofagasta, à la frontière de la Bolivie ou juste au sud du Pérou, on parle plutôt de cette région-là. Quand on regarde les résultats, ça, c'est plus c'est foncé, plus l'appui à la nouvelle constitution était important. Vous avez ici en bas à droite les différentes couleurs expliquées. Donc, vous voyez que dans le nord, en général, c'était très, très majoritairement, plus de 80% pour l'apruebo, pour le oui. Ici, au milieu, en haut du milieu, là, ça, c'est la région de Santiago, très clairement aussi pour l'apruebo. Enfin, Santiago est ici, il y a une petite tache un peu plus claire, on va y revenir tout à l'heure. Et dans le sud, la région d'Araucanía, dont je parlais plus tôt, Temuco, là, c'est beaucoup plus limité comme appui. Et tout en bas, la région de Magallanes, où il y a Punta Arenas, là aussi, c'est très majoritairement pour l'apruebo, pour la nouvelle constitution. Donc ça donne une idée de l'appui. Maintenant, quand on regarde l'opposition à la nouvelle constitution, donc l'option du rechazo, le refus, il n'y en a eu que 5 communes qui ont majoritairement voté contre la nouvelle constitution. 5 communes. Une ici, tout au nord, qui s'appelle Colchane, à la frontière de la Bolivie, et qui est petite, il y avait environ 500 personnes inscrites ou 600 personnes inscrites, donc c'est tout petit. L'autre, qu'on ne voit pas ici sur la carte, mais c'est l'Antarctique,
qui a aussi voté contre la nouvelle constitution, mais je suis allé voir sur le site de CERVEL, le site électoral du Chili, il n'y avait que 31 inscrits, donc j'imagine que ça devait être une base, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment cette tâche ici au milieu rouge, c'est là vraiment qu'il y a eu un refus significatif, et ça c'est 3 communes de Santiago, donc de la capitale. On va les voir ici de façon plus précise. Donc, ce sont les 3 communes en haut à droite, Vitacura, Las Condes, Loarnechea, qui sont aussi les 3 communes les plus riches du Chili. Donc, on peut faire une corrélation assez évidente entre le comportement électoral et les revenus. Et le reste de Santiago, qui a clairement, très majoritairement voté pour l'apruebo, avec les communes des classes moyennes supérieures comme Providencia, La Reina, Ñuñoa, qui sont un petit peu plus ambiguës, mais aussi quand même majoritairement pour l'apruebo. Pareil, si on regarde inversé, pour le rechazo, le refus, ces 3 communes en haut à droite sont clairement celles qui se sont opposées au processus constituant. C'est aussi la base, évidemment, sociale du modèle économique chilien. C'est là que vivent les classes sociales les plus aisées au Chili, ce qu'on appelle communément le barrio alto. Donc, c'est vraiment la bourgeoisie, la haute bourgeoisie chilienne. Et donc, c'est celle qui a aussi le plus bénéficié du modèle économique. Ce qu'on voit aussi, c'est que les 3 communes, encore une fois, ici à droite en rouge, orange et puis éventuellement en jaune, ont moins voté qu'aux dernières élections, moins voté qu'aux élections de 2017. Donc, il y a eu dans ces quartiers-là une démobilisation de l'électorat. Inversement, dans le reste de Santiago, des classes moyennes et classes populaires, donc en fait quasiment tout le reste de la ville, là, il y a eu une augmentation, comme on peut voir en bas du graphique, entre 5,1 et 16,5 %. Donc, ça montre que pour ces secteurs, quand même, le plébiscite était vraiment symboliquement très important, mais aussi portait un peu la promesse d'améliorer leur position sociale, leurs conditions d'existence. Donc là encore, on peut faire des corrélations avec les revenus et la position sociale ou la classe sociale. Dernier point que je mentionnerai, et après je cède la parole à nos invités, c'est que malgré cette victoire très très nette, la participation a été quand même très limitée. En chiffres absolus, c'est la plus importante de l'histoire chilienne, mais par contre, proportionnellement au nombre d'inscrits, c'est beaucoup plus modeste. La participation au niveau national, elle est de 50,9 %. Donc, c'est un petit peu mieux qu'aux élections de 2017, où là, c'était autour de 49 %, mais ça veut dire quand même que la moitié des inscrits n'a pas participé au plébiscite de dimanche dernier. Et quand on regarde la carte de nouveau, on voit que, mis à part les carrés ou les zones en vert foncé qui indiquent plus de 50 % de participation, la majorité du territoire a participé à moins de 50 %. Et quand on regarde, encore une fois, la Araucanía, Temuco, tout le centre du Chili aussi, le Biobío, qui sont des zones rurales très pauvres, où il y a aussi une population importante mapuche autochtone, là, il y a très, très peu de participation. En fait, c'est en dessous de 35 % de participation. Et on remarque que ce sont aussi les régions les plus pauvres du Chili. Donc là, ici, vous avez de nouveau au milieu la Araucanía, donc avec les foyers qui sont entre 15 à 41 % des foyers qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, encore une fois, les populations les plus marginalisées n'ont pas participé ou participent très peu au processus politique. Donc, ça, c'était un peu pour vous donner la toile de fond de ce processus. Il y a maintenant différentes étapes qui viennent. Le 11 avril 2021, il va y avoir l'élection des membres de la Convention constituante qui va avoir plus ou moins 9 mois pour travailler sur la nouvelle Constitution, et le document qui en résultera sera soumis à un autre plébiscite, ce qu'on appelle le plébiscite de sortie, pour approuver la nouvelle Constitution. Si elle est approuvée, elle deviendra de facto la nouvelle Constitution du Chili. Si elle est refusée, là on est retour à la case départ, et la Constitution de 1980 continue à être en vigueur jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement un nouveau processus constituant ou d'autres négociations. Donc ça, c'est pour la toile de fond.
Maintenant, je vais céder la parole à Emmanuel Barrosé pour nous expliquer davantage comment s'est passée cette participation au plébiscite, parce qu'évidemment, il y a eu presque un an de campagne pour arriver à ce résultat. Une participation aussi très variée, comme je mentionnais, avec beaucoup d'abstention, des résultats aussi qui varient selon les communes, mais aussi, bien qu'on pense après ou rechazo, donc oui ou non, mais il y a quand même des deux côtés beaucoup d'hétérogénéité au niveau des populations mobilisées et des revendications. Donc, peut-être pour commencer, nous faire un peu un portrait de cette participation et comment ça s'est déroulé, cette campagne électorale pour le plébiscite. Merci Marcos, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce soir pour parler de ce qui s'est passé dimanche, mais aussi effectivement de tout ce qui s'est passé au cours de l'année dernière. Alors, je vais rebondir sur certains points qu'a présenté Marcos. Je vais faire assez bref, puisque l'idée, c'est qu'on puisse céder la parole assez rapidement aux personnes qui veulent poser des questions ou intervenir. Mais je vais partir effectivement par le premier point que présente Marcos, c'est-à-dire cette année d'histoire. Alors, on sait que pour tout le monde, ça a été une année extrêmement intense avec la pandémie, mais au Chili, on a commencé une année encore plus intense, effectivement, avec l'explosion sociale du 18 octobre, qui n'a pas été seulement un moment dans l'histoire, mais qui a été le point de départ de pratiquement 6 mois de mobilisation extrêmement intense. Tous les vendredis, en général, il y avait des grands rassemblements sur les places principales des grandes villes. Ça a été une explosion sociale sur l'ensemble du territoire, ce qui est aussi très, très intéressant du point de vue des mobilisations collectives. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est arrivé à Santiago ou dans quelques grands centres urbains, ça a été vraiment sur l'ensemble du territoire. Après, donc, on a eu pratiquement 6 mois de manifestations jusqu'à l'arrivée de la pandémie, autour du 15 mars, et avec une intensité qui a baissé forcément vers le début de l'été, ici, donc décembre, janvier et février, qui est l'équivalent des vacances d'été pour l'hémisphère sud. Mais le 8 mars, pour la manifestation pour les droits des femmes, il y a eu à nouveau plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues. Donc, c'est un cycle d'action collective qui s'ouvre après une explosion sociale, mais qui répond aussi à des années de mobilisation collective à partir de 2006, quand les lycéens commencent à manifester régulièrement. Après, on a eu, effectivement, on le sait très bien, les étudiants en 2011. Après, on a eu divers mouvements contre le système des retraites, pour le droit au logement, des populations indigènes. 2018, le mouvement féministe. Et puis, 2019, en fait, on a cette explosion sociale. Donc, il y a eu un an de mobilisation particulièrement important. Et ce qui est très intéressant, c'est que au cours de cette année, ce qui s'est passé, c'est à peu près la même chose que lors des années précédentes. Les gouvernements, ou le gouvernement, en l'occurrence celui du président Piñera, n'a pas répondu aux demandes de la rue. Donc, il y a eu un divorce qui a commencé depuis des années, particulièrement depuis 2006, entre les mouvements sociaux et les réponses des gouvernements, quels que soient les uns et les autres et leurs tendances en général. Donc, il y a eu cette dissociation entre la rue et la politique qu'on connaît aussi dans d'autres pays. On l'a vu en Espagne, on l'a vu en France avec les Gilets jaunes. C'est une tendance internationale aussi de certains mouvements qui s'horizontalisent et dont l'espace de manifestation est la rue, mais sans nécessairement l'élaboration de formes de représentation, voire qui phagocytent leurs éventuels représentants. Donc, on a eu effectivement une année très intense en termes de manifestations, avec une situation économique qui s'est dégradée, qui se dégradait déjà depuis 2014, quand le prix du cuivre a commencé à baisser sur les marchés internationaux, en particulier du fait de la baisse de la demande chinoise. Donc, les prix, le coût de la vie en général a augmenté au Chili. La population était déjà en général très endettée. Effectivement, il y a eu certains avantages ou certains éléments positifs du type modèle économique qu'a eu le Chili pendant des années, mais il y avait aussi beaucoup de problèmes. Et ces problèmes sont devenus beaucoup plus importants au cours des dernières années. Et en particulier, ils se sont accentués lors des premiers mois des mouvements sociaux, du fait des violences de rue, du fait de l'anticipation de la bourse et des investisseurs que ça pouvait mal se passer. Et puis après, on a eu la pandémie et toujours l'absence de réponse de la part du gouvernement. Donc, ça a été un an complet de manifestations. On a continué à avoir des manifestations durant la pandémie. On a même eu des émeutes de la faim au mois de mai. Les mois de mai et juin ont été particulièrement critiques. Nous, avec nos équipes de recherche, en fait, on a été constamment à l'écoute par l'intermédiaire de différents dispositifs, groupes focaux qu'on a fait aussi en pandémie, enfin à distance, mais aussi une série d'entretiens auprès de personnes qui se sont politisées à partir du 18 octobre, qui n'étaient pas forcément
politisé avant le 18 octobre, effectivement, il y a une ébullition sociale qui a permis d'établir cette pression sur la classe politique et qui a permis en particulier l'accord dont parlait Marcos pour une nouvelle route constitutionnelle à partir du 15 novembre. Alors après, ce divorce entre la rue et la classe politique est toujours extrêmement présent. Le fait que une grande partie de l'opinion publique ait choisi l'Assemblée constituante juste de citoyens et qui ne soit pas mixte, donc sans membres de la classe politique qui est installée en ce moment, montre bien le discrédit de la classe politique plus traditionnelle, mais on va revenir là-dessus après. Ça montre aussi un certain nombre de difficultés à résoudre, dans le sens où il y a un choix qui est fait de résolution de la crise par l'intermédiaire de la politique électorale et d'un chemin constitutionnel, mais avec un manque de confiance absolue de la part des manifestants. Bon, il y a un premier chemin qui est tracé vu les résultats du plébiscite. Alors après, pour revenir, et je vais peut-être finir là-dessus avant de revenir dans la discussion sur d'autres points, sur la question de la participation électorale, effectivement, Marcos a bien indiqué que 50%, 51%, c'était peut-être un peu moins que ce que certains attendaient. Bon, après, il était impossible de faire des pronostics dans le sens où il n'y a aucun processus de réforme constitutionnelle profonde ou de changement de constitution par le vote qui a eu lieu depuis le début de la pandémie. Donc, il n'y avait aucun antécédent par rapport auquel comparer ce qui se passait au Chili. Il y a eu des tas de scrutins dans le monde, mais le type de participation électorale ne peut pas être comparé dans ce domaine. Alors après, on sait qu'il y a la participation électorale baisse de 10 ou 20% par rapport à des scrutins normaux sans pandémie. Donc, on pourrait anticiper que ça aurait été 60, peut-être 70% si on n'avait pas eu la pandémie. Il faut rappeler aussi qu'il y a certaines communes qui sont encore en confinement. Santiago ne l'est plus, donc on a une certaine liberté de mouvement, mais particulièrement dans le sud, il y a encore beaucoup de communes qui sont en confinement complet. Donc, bon, on peut aussi anticiper que c'était un problème ou pour les personnes les plus âgées qui vont régulièrement voter. Donc, je voulais préciser ça sur les questions de la participation électorale et je pense qu'avec ça, j'ai donné une première réponse aux deux questions de Marcos et nous pourrons revenir sur tous les autres sujets d'intérêt de notre public. J'oublie mon micro. Merci beaucoup. Il y a un aspect peut-être qui a l'air comme ça technique, mais qui est quand même très important, c'est cette fameuse convention constituante qui, d'après la loi qui a été votée dans les mois précédents, va avoir la parité. Donc, la moitié des membres élus vont être des femmes. Ça, c'est historique, c'est-à-dire historique au Chili, mais historique, je crois, aussi dans le monde. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres processus constituants avec un critère de parité homme-femme comme ça. Il doit aussi avoir, mais ça, ce n'est pas encore défini pour l'instant, des sièges réservés aux autochtones, ce qu'ils appellent les peuples originaires, donc les Mapuche, Aymaras et entre autres. Mais ça, combien exactement, pour l'instant, ce n'est pas clair, ça reste à voir. Donc peut-être, je ne sais pas, peut-être Ricardo, si tu pouvais nous expliquer cette convention constituante et peut-être la comparer avec d'autres processus constituants en Amérique latine, par exemple le Venezuela. Qu'est-ce qui fait que ce processus-là est particulier et justement, étant donné ce décalage entre la classe politique et la population ou les mouvements sociaux, comment dire qu'il est vraiment représentatif ou en tout cas vraiment démocratique ou participatif, que ça ne va pas être encore une élite ou une minorité qui va s'accaparer les décisions? On peut pas. Donc, c'est bien la crainte. Il y a une grande méfiance du côté des mouvements populaires. Avant de répondre directement, je vais finir par les mouvements populaires. Je voudrais quand même tout de suite rebondir sur la question de la participation parce qu'elle a aussi été beaucoup plus basse à la campagne où, semble-t-il, il y a eu peu d'informations, alors que dans les villes où on a concentré la campagne, le meilleur accès à Internet et ainsi de suite. Donc, c'est parce que c'était aussi une campagne COVID. Et dernier point aussi, alors qu'avant, c'était des personnes plus âgées et de droite, il y a eu la droite qui est celle qui vote habituellement et restait davantage à la maison. Il y a eu davantage de jeunes qui ont été votés. Ça, c'est très rapidement. Je n'ai pas eu le temps d'en faire l'analyse au-delà de ça, mais c'est quand même quelques éléments curieux qui sont arrivés. Il va falloir qu'on regarde plus loin
cette question de participation électorale. Autre point comme ça de participation électorale, ou en tout cas de vote, c'est que quelque chose d'assez curieux, que je n'ai pas vu personne le remarquer, la Convention constituante ou constitutionnelle a reçu 79% d'appui, alors que le vote en faveur du changement, 78,27. C'est presque rien comme différence, mais étant donné qu'on pouvait et voter contre et voter mixte, ça veut dire que la droite, en fait, peu importe ce qu'on dit, les dirigeants de droite, à 100%, elle a voté contre et mixte, on peut le déduire. Et que la différence qui fait qu'il y a plus de gens qui ont voté pour la Convention constituante, c'est vraiment parce que le presque 100% des personnes qui ont voté en faveur d'un changement constitutionnel aiment mieux cette Assemblée constituante. Et ça m'amène donc à presque mon point de conclusion qui était le discrédit total des partis politiques qui va faire en sorte que ça, c'est les enjeux. Mais je reviens quand même au cœur du sujet qui était l'Assemblée constituante. Emmanuel, tu as commis un lapsus, tu as appelé la Convention, tu l'as appelé Assemblée constituante. C'est un lapsus de bonne guerre, mais justement, il y a eu une volonté affirmée de ne pas seulement pas l'appeler Assemblée constituante, mais l'appeler Convention constituante pour pas que ce soit une Assemblée constituante. Et justement, la différence des autres qu'il y a eu en Bolivie, qu'il y a eu également en Équateur et au Venezuela, c'est que l'Assemblée constituante, d'abord, les trois processus que je viens de nommer provenaient de gouvernements de gauche qui les mettaient de l'avant. Donc, et là, donc, l'Assemblée constituante, elle était souveraine. Surtout au Venezuela, ça a été un débat devant la Cour suprême qui, l'argument était, si on va créer une nouvelle institution, on ne peut pas être soumis à l'ancienne institution qu'on est en train de remettre en question. Et là, c'est précisément ce qui a fait en sorte que beaucoup de gens dans le camp populaire, on va l'appeler pour l'instant, étaient contre cet accord, pas seulement pour la paix et la nouvelle constitution, pas parce qu'ils ne voulaient pas la nouvelle constitution, mais parce que c'était un processus constituant contrôlé par les partis politiques qui n'ont aucune crédibilité. Et le fait donc aussi d'être soumis à l'ancienne constitution, il y a le quorum de 2/3 pour apporter des changements. Il y a également le fait qu'on se pose encore la question, est-ce qu'on les accords néolibéraux, les accords signés par l'ancienne Parlement, est-ce qu'on doit ou pas les respecter? À l'inverse, je reviendrai plus tard sur l'idée d'incorporer les droits humains dans la nouvelle Constitution, mais ce sera pour la prochaine Vuelta. Donc, ça, c'est par rapport à cette distinction-là, pour y aller de manière très succincte. Et pour finir, donc, ce qui est inquiétant, c'est que lorsque va venir le moment d'élire des représentants à cette convention constituante, étant donné que les partis politiques n'ont pratiquement aucune légitimité, puis quand je dis pratiquement aucune, il y a eu des sondages est-ce que vous faites confiance aux partis politiques qui sont arrivés à 2% de confiance? D'autres à 3, d'autres à 1, mais lorsque seulement 2% de la population fait confiance aux partis politiques, ça veut dire que pratiquement même leurs familles ne leur font plus confiance, mais toujours est-il que, en tout cas, leur famille politique certainement, et il n'y a pas un front populaire capable de regrouper justement tous ces affluents-là qui constituent l'action. Donc, dans l'action, il y a des partis politiques, mais il y a aussi le mouvement féministe. Il y a un parti féministe qui s'est créé, mais ça ne veut pas dire que le mouvement féministe va adhérer à ce parti-là, parce que la forme parti est discréditée. Bon, les Mapuches, les étudiants, les pobladores, no más AFP, donc contre la privatisation des fonds de pension, les travailleurs, divers mouvements environnementaux contre les extractivistes. Donc, les pobladores, donc les gens des quartiers populaires, et justement, comme Emmanuel travaille sur les primo manifestantes, ceux qui ont manifesté. Il y a un autre chiffre incroyable, puis après ça, je me tais, c'est 50% de la population chilienne a manifesté cette année. 50%, là.
Et parfois, on voyait il y avait plus de manifestants dans certaines petites villes de campagne que ce qu'il y avait d'habitants, dans le sens que ça donnait l'impression, j'étais là, voyons donc, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes dans ce petit bled-là. Mais toujours est-il que donc, il y a cette masse-là, c'était facile de voter à 80% contre la Constitution. Ça va être difficile de présenter une candidature suffisamment forte pour que la représentativité de cette opposition-là se retrouve après parmi les constituants, parce que la droite risque d'y aller unie, même s'ils se divisent sur la présidence. Pour la constituante, ils vont aller unis. Merci, Ricardo. C'est intéressant aussi quand on regarde je ne les ai pas mentionnés tout à l'heure, mais quand on regarde les chiffres à l'étranger, au niveau international, il y a eu aussi environ 50% d'abstention. Donc, même en dehors du Chili, où on peut supposer que les communautés chiliennes sont plus éduquées, sont plus politisées peut-être, surtout si elles sont liées aux générations de l'exil durant la dictature, mais il y a quand même eu 50% d'abstention. Donc, c'est quand même important. Et pour vous donner une idée, à Montréal, l'Apruebo l'a emporté à 90%, 90,46%. À Toronto, 86,77%. En France, c'était 93,95% pour l'Apruebo. En Espagne, là où il y a le plus de personnes inscrites, il y a eu 89,67% pour l'Apruebo. Et le plus haut score en dehors du Chili, ça a été la Suède, 97,01% pour l'Apruebo. Et un des plus bas que j'ai trouvé, c'est en Chine, où il y a eu 50,64% pour l'Apruebo. Donc, c'est généralement, tout le monde est favorable au changement constitutionnel, enfin la majorité, mais avec des scores quand même qui varient. Avant qu'on revienne au rôle des partis politiques et à la question des mécanismes durant ce processus et aux campagnes qui vont être menées, j'aimerais qu'on revienne sur la question de la parité. Marie-Christine, tu pourrais nous parler un peu du rôle du mouvement féministe durant cette année. Emmanuel a mentionné plus tôt les manifestations du 8 mars qui étaient très importantes, qu'il y a eu plus d'1 million de personnes dans les rues. Mais comme je disais plus tôt, cette parité pour la Convention constituante est vraiment une caractéristique unique, en tout cas pour l'instant. Est-ce qu'elle était vraiment portée par le mouvement féministe, cette demande de parité, sachant que les partis politiques sont plutôt conservateurs sur les questions de genre au Chili? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont été amenés à faire cette concession, disons, au mouvement féministe? Merci beaucoup. Donc, en fait, oui, je crois que c'est le poids symbolique immense qui est porté par les femmes et les Autochtones, je vais y revenir dans un instant, justement, qui fait que, notamment parce que dans la Constitution, l'amnistie est toujours protégée pour la violence d'État et qu'on a vu la violence d'État se déployer très fortement dans les manifestations, notamment contre les femmes et les populations autochtones, mais en général contre la manifestation. Et donc, si on veut, le mouvement féministe qui était très, très présent depuis longtemps déjà, j'y arrive tout de suite avec un petit rappel historique, si on veut, pu mettre en lumière la violence, la permanence de la violence d'État encore aujourd'hui au Chili. Et je crois que c'est aussi pour cette raison-là que les partis politiques n'ont pas eu le choix que de faire une place particulière à la parité de genre à cause du poids symbolique que les femmes ont porté par rapport à la dénonciation de la violence. Donc, par rapport à ça, puis justement, donc, pour la parité de genre, comme tu l'as mentionné, Marcos, et les collègues aussi, c'est établi, mais ce qui n'est pas établi, c'est le nombre de sièges que les populations autochtones vont avoir. Ça devait être réglé hier soir. Ça a été donc les nouvelles de dernière heure de sources secrètes, c'est-à-dire des conseillers des sénateurs qui font partie. Voilà justement le paradoxe des comités sénatoriaux qui doivent décider, trouver un accord justement avec le gouvernement en place, hein, c'est ça qui est paradoxal, pour décider combien
de sièges auront les populations autochtones et là, ça achoppe fortement sur cette question-là. Donc, au sein de, justement, du comité sénatorial, il y a 2 sénateurs qui sont plus proches des organisations autochtones, sont plus proches également des élus autochtones. Il y a des maires, il y a des conseillers municipaux qui soutiennent, donc qui, quelque part, sont alliés avec des représentants nommément du Parti socialiste et de la démocratie chrétienne. Donc, peut-être ça va faire sourciller certains de nos auditeurs et qui essaient actuellement, ils sont dans la position donc de négocier avec le gouvernement en place le nombre de sièges de représentation pour les Autochtones, qui est vraiment très important au cœur de cet enjeu-là actuellement. Il y a effectivement le fait que le gouvernement, donc toujours le gouvernement de Piñera, qu'on va distinguer de l'opposition, soutient qu'en fait, il faudrait entre 8 et 12 sièges et il faudrait se baser sur, tenez-vous bien, il n'y a pas de ministère des Affaires autochtones, ceux qui ne le savent pas au Chili, mais bien une corporation de développement autochtone. Donc, on est vraiment dans le néolibéralisme, même dans le titre des institutions. Et donc, cette corporation, selon le gouvernement, a le pouvoir de décider combien de sièges, en fait, de faire un registre électoral pour dire combien de sièges autochtones il y aurait. Et selon les Autochtones et plusieurs spécialistes, dont un grand professeur de l'Université du Chili, comme notre collègue Claudio Miyakuda, je crois, ou si je ne me trompe pas, oui. Donc, c'est vraiment le dernier recensement dans lequel il y a 12,8% de la population qui s'auto-déclare peuple autochtone ou originaire. C'était la question qui était posée, qui devrait donc déterminer le nombre de sièges qui seraient réservés. Et les différentes plateformes autochtones alliées avec des partis politiques d'opposition demandent 25 sièges. La question qui est en train d'être discutée en ce moment, c'est est-ce que ce sera 25 sièges sur 155, qui sont le total des sièges des constituants, finalement, qui vont être appelés à délibérer, ou, proposition qu'on me rapportait aujourd'hui, 25 sièges séparés en plus. Donc, on aurait les 155 plus 25 autochtones, c'est ce que apparemment l'opposition essaie de faire passer. Et donc, pourquoi est-ce que, en particulier, femmes et autochtones sont si importants dans ce processus de par leur présence dans les mobilisations très fortes, mais aussi de par, est-ce qu'il me reste encore 2 minutes, 1 minute, 0 minute, 2? 2, OK. De par les enjeux qu'il révèle par rapport à la permanence de la violence au Chili et ce qu'on a vu justement de manière très forte dans les manifestations. Donc, c'est aussi pour cela, je vous donne juste ici un petit exemple, ce sont les chiffres de septembre 2020 qui nous viennent de l'Institut national des droits humains qui est, pour nos auditeurs auditrices, ils ont vraiment l'organisation crédible aux yeux du gouvernement, là, chargée de rapporter, même s'il y a des centaines d'autres organisations de droits humains qui aident aussi cette organisation-là. Mais donc, il y a vraiment non seulement un nombre éclatant, épouvantable de violations très graves des droits humains, dont les fameuses lésions oculaires. Le Chili détient le record mondial. Mais actuellement, on a quand même 2499 plaintes devant les cours de justice, donc qui espèrent pouvoir être traitées en justice. Et il y en a seulement 28 actuellement qui sont devant les tribunaux, dont justement qui mettent en cause 68 policiers et 4 membres de l'armée. Donc, on voit vraiment que ce sont les agents de l'État qui sont ici au cœur de la question. Et par rapport à cela, oups, excusez-moi, on dirait que mon... Oui, voilà. Je voulais juste parler, donc c'est très fort, ces chiffres qui viennent toujours de l'Institut national des droits humains. Donc, la violence extrême qui s'exerce aussi contre les femmes et les filles, hein, les mineurs qui manifestent. On a actuellement 433 recours de femmes et filles pour des violences contre les forces de l'ordre. Donc, un nombre important de mineurs, 70, et parmi cela, des gens qui sont victimes de tortures sexuelles et de violences sexuelles de différentes natures. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, désolée pour cette situation si dure à entendre, mais qui est la réalité.
Et donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est pourquoi, par exemple, les femmes sont aussi importantes actuellement dans la question de la représentation, cette lutte pour que les femmes soient entendues, c'est parce que dans la Constitution qui finalement va être refaite, eh bien, donc, évidemment, on inclut l'amnistie pour les violations des droits humains, mais aussi pour toutes les violations sexuelles des droits humains qui ont été pourtant rapportées à de nombreuses reprises et que les femmes et autres personnes en ayant subi ont essayé de faire inclure dans les 2 commissions de vérité au Chili. Ça n'a pas été accepté. Donc, cette question-là reste aujourd'hui comme vraiment un très grave problème. On n'a jamais fait la vérité sur la violence sexuelle qu'on appelle la violence politico-sexuelle contre les femmes durant la dictature. Et aujourd'hui, on en voit les tristes résultats. Et donc, la loi sur le féminicide qui a été voté en 2009, durant le premier mandat de Michelle Bachelet, demandait justement des peines plus graves pour les hommes en autorité, notamment les forces de l'ordre lorsqu'il y avait des violences sexuelles. Justement, les fameux arrangements institutionnels au Chili ont fait en sorte que cette disposition ne passe pas et la loi a été finalement entérinée sans qu'on ait la disposition pour justement les peines aggravées en cas de force de l'ordre, que ce soit les forces de l'ordre qui étaient en cause. Donc, c'est très, très important. C'est une des choses qui fait qu'effectivement, l'impunité est perpétuée et que les femmes, bon, je vais finir vraiment là-dessus, même si j'aurais voulu ah oui, je vais vous montrer une autre diapo, si vous me permettez. Mais donc, les femmes sont vraiment devenues ce symbole très fort au prix d'une violence extrême qu'elles ont subie depuis la dictature encore aujourd'hui. Donc, toutes les femmes contre toutes les violences. Et donc, je crois que ça explique aussi leur protagonisme très important. Et donc, par rapport aux Autochtones, bon, je m'excuse, j'avais plein de choses à vous dire là-dessus, mais il y a quelque chose qui est... Oui, j'arrête. Il y a quelque chose qui est très important. Les Autochtones sont les premières victimes de la loi antiterroriste, une loi qui est issue de la dictature, qui a été renforcée en démocratie, et notamment donc les femmes qui occupent des positions d'autorité religieuse dans les communautés, comme les Machi chez les Mapuche. Donc, il y a eu plusieurs emprisonnements sans procès, dont celui de la Machi Linconao, qui est très connu. Et justement, hier, cette Machi n'a pas pu, c'est-à-dire dimanche, n'a pas pu voter, même si elle a été reconnue innocentée. On a reconnu qu'elle avait été arrêtée sans aucune raison, mise en prison, jetée en prison sans aucune raison. Elle n'a pas pu exercer son droit de vote. Donc, l'enjeu, c'est très symbolique, c'est une figure très connue. Et donc, c'est d'ailleurs la coordination féministe 8 de mars qui dénonçait cette situation sur Twitter. Donc, vraiment, le droit à la représentation politique des Autochtones et en particulier des Mapuche est violé par les lois chiliennes actuelles. Donc, c'est pour cette raison-là que les enjeux de représentation des femmes et des Autochtones directement liés à l'ancienne Constitution sont au cœur aujourd'hui des débats et sont suivis, je crois, par beaucoup de Chiliens et Chiliennes. Il faudrait vérifier auprès d'Emmanuel qui est sur place, mais c'est l'impression que ça nous donne de l'extérieur. Merci Marie-Christine. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on a le temps d'en parler, donc pas de soucis. On commence à recevoir aussi des questions. Je vous rappelle que autant sur les commentaires sur Facebook que sur YouTube, vous pouvez, des commentaires, poser des questions, etc. et c'est relayé. On a plusieurs questions sur la question de la participation. Donc, je pense que ça vaudrait la peine qu'on revienne un petit peu là-dessus. Par exemple, Emmanuel, tu as mené une enquête avec plusieurs autres collègues du COES, du Centre d'études du conflit de la cohésion sociale, sur les primo-manifestants, donc les personnes qui manifestent pour la première fois. On peut supposer qu'une partie de ces primo-manifestants est allée voter dimanche, mais beaucoup ne sont pas allés voter. Donc là, je regarde un peu les questions qu'on reçoit. Il y a des gens qui soulignent, par exemple, que ce vote dimanche était volontaire, mais que le plébiscite de sortie en 2022, le vote sera obligatoire, et donc la participation sera évidemment beaucoup plus élevée. Donc, une première question, ce serait, est-ce que le résultat pourrait être différent? Ça dépend évidemment du texte sur lequel on va voter, mais est-ce que si la participation est beaucoup plus élevée, on peut s'attendre à des résultats différents? Et je crois que ça pose la question plus générale durant ce processus, jusqu'à quel point la participation peut varier. Par exemple,
en avril 2021 pour élire les membres de la Convention. Est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de participation? Comment on va financer les campagnes? Est-ce qu'il va y avoir vraiment une participation populaire ou ça va être encore une fois les partis qui vont dominer le processus? On a une autre question dans cette veine, par exemple, qui réagissait à ce que disait Ricardo sur la participation des jeunes. Les jeunes, généralement, votent moins. Donc, comment expliquer qu'il y ait eu un vote de la jeunesse plus important qu'à l'accoutumée dimanche dernier? Et est-ce qu'on peut penser que ça va durer durant le processus constituant ou qu'au contraire, les jeunes vont plutôt s'investir dans la rue, dans les mouvements sociaux, ils ne vont pas participer au processus constituant? Donc, un peu sur comment, évidemment, il y a une part de spéculation, mais comment est-ce qu'on peut imaginer certains scénarios à l'œuvre de par les données dont on dispose déjà, mais de par aussi un cadre qui reste justement relativement balisé. On ne peut pas non plus complètement faire ce qu'on veut, il y a des contraintes qui sont réelles. Et il y a les partis politiques qui restent quand même, malgré toutes les critiques, malgré tout le manque de légitimité, qui restent quand même les acteurs dominants de l'espace politique, et donc qui ont évidemment beaucoup plus d'influence que les autres acteurs. Donc peut-être Emmanuel pour commencer. Oui, alors sur la question de la participation, on n'a pas de données sociologiques pour l'instant. Il va falloir qu'on attende 3 ou 4 mois que le service électoral donne des données plus détaillées, parce que, bon, on peut spéculer effectivement parce qu'au Chili, on vote par ce qu'on appelle des tables, MESAS, donc environ 300 votes. Donc, bon, il y a des éléments de comparaison, mais enfin, pour l'instant, on n'a pas de données. C'est vraiment il n'y a pas eu non plus particulièrement de sondage à la sortie des bureaux de vote. Alors, je ne saurais pas donner une explication particulière, mais donc, bon, on ne sait pas trop pour l'instant qui n'est pas allé voter, qui sont les abstentionnistes. Donc, il y a l'idée effectivement qu'il y a les personnes âgées qui ne se sont pas exposées. Il y a toute la question des zones rurales dont a parlé Ricardo. Il y a la question des zones confinées. Il faut rappeler qu'ici, si on tombe malade et qu'on fait partie des secteurs populaires, en gros, on a une possibilité nettement plus élevée de ne pas s'en sortir que dans les zones urbaines ou dans les classes plus élevées. Donc, c'est effectivement un élément très, très important. Il y a aussi la question des distances. Enfin bon, on sait qu'il y a différentes zones qui n'étaient pas couvertes. On sait qu'il y a un abstentionnisme historique au Chili qui est là. Il faudra l'étudier, il faudra voir qui c'est. Effectivement, c'était plutôt des jeunes. Alors, après, lors de cet événement de dimanche, il y a un élément peut-être un peu plus mystique. Ça a aussi un peu sorti les gens de l'ambiance de la pandémie. On a eu 2 mois de campagne électorale et 1 mois disons, de différents spots télévisés, qui a une certaine importance ici symbolique au Chili. Donc, bon, cette participation, c'est très difficile pour l'instant de dire parce qu'on n'a pas de données si c'est une participation élevée, pas élevée. Effectivement, les jeunes, on peut supposer, sont allés voter de manière beaucoup plus massive qu'auparavant. Je vous rappelle en termes de chiffres électoraux que depuis que la participation est volontaire à partir de 2012, effectivement, le nombre d'électeurs a baissé. Mais en même temps, avant que les élections, enfin que le vote ne soit volontaire, quand c'était obligatoire, les gens n'allaient pas s'inscrire non plus sur les listes électorales. Donc, c'est assez difficile de comparer avant 2012 et après 2012. Effectivement, les jeunes votaient très peu. Alors là, c'était le vote facile aussi, c'est-à-dire c'était le vote pour être pour ou contre. C'était donc, comme ça a bien été expliqué, 2 questions, enfin 2 bulletins de vote. Donc là, c'était la partie facile. On peut anticiper pour l'avenir que la participation va baisser. Parce qu'à partir du moment où on vote pour des noms, pour des listes, c'est plus compliqué. Il faut rappeler aussi que le 11 avril, on ne vote pas seulement pour les membres de la Convention constitutionnelle. Merci Ricardo d'avoir rappelé ce sujet fondamental. On vote, alors ça va être le vote, mais massif. On vote donc pour les membres de la constituante, on vote pour les maires, on vote pour les conseillers municipaux, on vote pour les conseillers régionaux. Il y a des mairies, des régions dans le nord ou dans le sud, où lors des dernières élections des conseillers régionaux, on a eu jusqu'à 90 candidats. Donc, déployer le bulletin de vote, c'était quand même assez intensif. Et pour la première fois, on va voter pour les préfets, l'équivalent des préfets, enfin des autorités régionales. Donc là, le vote va être beaucoup plus long, parce que là, on arrivait rapidement, et puis en 5 minutes, l'affaire était faite, disons. On avait 2 bulletins de vote à remplir. Donc, on peut penser, pour les caractéristiques du vote à venir, et parce que c'est un vote avec plusieurs autres scrutins, que la participation pourrait baisser. Parce que c'est beaucoup plus difficile de dire pourquoi on est que contre quoi on est. Donc là, je suis tout à fait d'accord. On peut anticiper une baisse. Il faudra voir aussi la question sanitaire. On sera à nouveau en automne.
Donc, si on voit comment ça se passe en Europe ou en Amérique du Nord, là, bon, on était dans les beaux jours avec une baisse des contagions et du nombre de décès pour le Covid, mais à l'automne, on pourrait être dans la situation où est à nouveau les Wiesbadener en ce moment. Donc, on pourrait avoir aussi une baisse de la participation. Donc, je ne peux pas trop anticiper ce qui va se passer à l'avenir parce qu'effectivement, on est vraiment dans une situation d'incertitude énorme dans l'ensemble de la vie sociale et en particulier de tout ce qui a trait au scrutin. Alors, pour finir sur la question du financement des campagnes, alors la plupart des partis, la plupart sont quand même très, très conscients de leurs problèmes de légitimité, sont en passe de proposer que la moitié des postes sur les listes soit donnée à des indépendants. Alors après, il y a les indépendants qui vont se présenter sur les listes électorales de partis, et puis il y a les indépendants indépendants, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas se présenter sur une liste électorale d'un parti politique. Et puis, bon, il y a eu tout un tas de décisions aussi de type législatif pour leur permettre de faire des listes d'indépendants. Bon, alors c'est assez compliqué du point de vue technique. Il y a aussi la question dont on a parlé des peuples autochtones, il y a la question de la parité homme-femme. Donc là, on est en face d'un puzzle assez complexe parce que pour donc c'est un système proportionnel, l'élection des membres de la Convention se fait par le même système que les parlementaires. Alors, pour créer des listes où il va y avoir entre 4 et 8 conventionnels élus par district, ça va être extrêmement compliqué. C'est vraiment, il faut trouver la moitié d'hommes, la moitié de femmes, la moitié d'indépendants, la moitié de politiques. Après, il peut y avoir des listes d'indépendants. Après, il y a encore la question, comme le disait Marie-Christine, des sièges pour les populations autochtones. Ça va être extrêmement compliqué de mettre en place ces listes. Après, il y a la question des indépendants indépendants et qui peuvent être des personnes qui proviennent de la société civile, qui n'ont pas une trajectoire militante. Mais là, effectivement, il y a une question du financement électoral. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Bon, après, là, on sait que c'est des campagnes qui se font beaucoup par Internet. Donc, il peut y avoir aussi un effet médiatique important. Il va y avoir moins de porte-à-porte. On ne sait pas trop comment ça va se passer du point de vue aussi du clientélisme habituel qu'il y a dans les campagnes électorales ici en Amérique latine en général, mais au Chili en particulier. Donc, il y a quand même tout un tas de questions dont pour l'instant, on n'a pas du tout de réponse. On ne sait pas qui va se présenter. Là, il y a eu tout un tas de personnes qui sont tout d'un coup déclarées constituants, enfin candidats constituants, mais c'est souvent des gens qui proviennent déjà ou des partis politiques ou d'une certaine élite socio-économique. Donc, on va voir quels sont les mécanismes de nomination des candidats à la constituante qui puissent venir effectivement, comme disait Ricardo, plus des secteurs populaires, des organisations de la société civile, et de quel financement ils vont disposer et surtout de quel capital du point de vue des communications ils auront. On parle beaucoup d'indépendants, mais des indépendants, par exemple, qui pourraient venir du monde des médias ou du monde des acteurs, qui sont des personnes qui ont déjà un capital du point de vue des médias. Donc là, toutes les questions sont ouvertes pour l'instant et les candidatures devront être inscrites avant le 11 janvier. Donc ça va être extrêmement rapide aussi. Avant que je passe la parole à Ricardo et Marie-Christine, juste pour rebondir, puis la question est pour les trois, on a dans les commentaires des gens qui nous demandent justement quel pourrait être le rôle, au-delà des partis politiques, des organisations sociales et des mouvements sociaux dans le contenu même de la Convention, dans le contenu des travaux de la Convention. Est-ce qu'on peut déjà anticiper ou entrevoir des mécanismes qui vont permettre aux acteurs organisés ou à la population de contribuer directement au contenu, ou ça va être exclusivement les personnes élues qui vont pouvoir participer au contenu de la Constitution? Donc, peut-être Emmanuel d'abord, puis après, je céderai la parole un peu plus de temps à Ricardo et Marie-Christine. Oui, alors sur cette question en particulier, on ne sait pas. On peut penser qu'il va y avoir des tas de plateformes qui vont émaner de la société civile, qui vont se mettre en place, comme on a vu en 2019 avec les Cabildos, donc ces assemblées spontanées qui se sont créées pour discuter des mouvements sociaux, des droits à mettre en place. Donc, il y a une expérience. Il y a aussi l'expérience des encuentros locales autoconvocados, donc des espèces de mini-assemblées constituantes qui ont été mises en place en 2016, enfin, au niveau des quartiers ou de groupes de gens qui se connaissaient lors de la proposition de réforme du système constitutionnel par la présidente Michelle Bachelet en 2016. Donc, il y a des expériences. Après, c'est l'Assemblée qui va devoir décider des mécanismes de participation. Alors là, tout est possible. Participation zéro, c'est-à-dire ce sont les constituants qui décident de tout.
jusqu'à une coparticipation populaire. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'expérience non plus au Chili là-dessus récemment. Donc, il faut voir, je pense que Ricardo et Marie-Christine pourront apporter des éléments. Mais ça, c'est à débattre maintenant parce que, bon, la première réunion des constituants, ce sera à peu près en mai. Mais ça va être un des premiers sujets sur lesquels ils vont plancher. Quels sont les mécanismes, non seulement de participation, mais aussi les mécanismes au cas où il y ait des controverses. Il n'y a pas non plus pour l'instant de mécanisme pour résoudre les controverses ou le manque d'accord. Donc, tout le règlement, ça va être la première tâche, va devoir aborder tous ces sujets extrêmement complexes. Merci. Ricardo ou Marie-Christine, je ne sais pas lequel des deux veut se lancer. Ricardo? Si je veux pouvoir parler un peu, je dois parler avant Marie-Christine. Non, c'est une blague. En fait, ça s'adresse presque davantage à Emmanuelle parce qu'elle a répondu à peu près à tout ce que j'allais répondre. Je vais quand même répondre à la première question qui m'était adressée directement. Ben, c'est ça, Emmanuel a répondu en partie, c'est qu'on évalue en fonction de certaines communes qui sont davantage plus jeunes que d'autres. Donc, c'est par extrapolation qu'il y a eu des évaluations qui disaient ça. Et c'est en général, c'est-à-dire que lorsqu'on voit des taux de participation, avant, le vote était obligatoire, mais l'inscription volontaire. Donc, là, il y avait moins de 20% des jeunes qui étaient inscrits. Donc, c'est en général avec le vote libre, mais l'inscription automatique, qu'il y a eu plus de jeunes et donc c'est ce qu'on a constaté aussi, le fait que les communes donc plus riches ont voté moins. C'est comme ça qu'on établit ce genre de changement dans le... Mais je me suis toujours tout de suite dit, ben, ça reste des hypothèses à explorer. On ne les a pas encore vraiment vu. Par rapport à donc comment va fonctionner l'élection de cette convention constituante, j'allais dire assemblée constituante, Emmanuel, elle devrait être une assemblée constituante et aussi par rapport à ses mêmes propres mécanismes. C'est pas évident justement parce que, étant donné que ce n'est pas une assemblée constituante, qu'elle n'est pas souveraine, il va y avoir énormément de pression sur ce mode de fonctionnement. Jusqu'à quel point elle va être capable de, par exemple, prendre position? Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment le premier pas vers un processus, ce plébiscite-là. Mais le gouvernement répressif qui a réussi à faire voter des lois contre les barricades, pour la protection des infrastructures, contre les capuchas, donc le fait de se couvrir le visage, donc liberticide contre les manifestations. Non seulement il est parvenu à le faire, mais avec l'appui de partis qui, dimanche dernier, étaient en train de déchirer leur chemise sur la volonté populaire et envoyer ça, mais c'est le même parti, parfois même le même candidat qui a voté contre les manifestations. Donc, évidemment, il y a l'espèce de dichotomie qu'on essaie de maintenir, violence versus manifestation pacifique, mais étant donné qu'on transforme toutes les manifestations pacifiques en violence, puisqu'on commence à les gazer, et puis à ce moment-là, on est obligé de se couvrir le visage et de faire des barricades. On le sait même pour y avoir été, tous les 4 en même temps, certaines de ces manifestations-là. Donc ça, c'est un premier point, à savoir quelle sera la capacité de cette convention constituante pour prendre position. La rue va continuer à faire pression, donc c'est un mécanisme non institutionnalisé de participation populaire. Et il y a beaucoup de groupes, notamment les féministes, qui disent bon, mais que l'on participe au processus constituant ou pas, on ne doit pas abandonner la rue. Donc, la pression doit se maintenir. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui spéculent à savoir est-ce qu'à partir de maintenant, les manifestations vont baisser ou est-ce qu'elles vont continuer? Bon, moi, je parie au fait qu'elles vont continuer, peut-être pas dans les prochains jours, mais à partir du moment où les scandales vont continuer, où il va falloir exercer de la pression. Donc, il n'y aura pas nécessairement un mécanisme pour consulter. Et puis, bon, tout ça, puis je me tais après pour laisser Marie-Christine, j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire.
comment va être constituée justement cette convention constituante-là? Si les partis de droite ou si les partis point, parce qu'ils sont presque tous de centre-droite, dans le sens même ceux qui se disent de gauche sont assez centristes, si donc le processus est vraiment accaparé par les partis politiques à ce moment-là, parce qu'on parle aussi même des indépendants qui seraient finalement que des gens de partis politiques qui se présenteraient comme indépendants. Donc, si le processus au complet, on ne sait pas encore les mécanismes, est approprié par les partis politiques, là, la capacité de cette Assemblée-là à proposer des changements, à se donner des pouvoirs, donc va être vraiment de beaucoup amoindrie. Et les cabildos abiertos, je les ai traduits comme des espèces de conseils communaux autoconvoqués. Il y en a plusieurs types comme ça et c'est un mécanisme très intéressant, mais qui n'a aucune capacité après ça à le transmettre. Il y a un cabildo extrêmement intéressant, celui-ci thématique, parce que la plupart sont locaux en fonction du territoire. Le cabildo sur les droits humains qui a proposé des choses qui sont sur la table, qui vont peut-être être recueillies par des partis politiques. Et donc, là, on rentre dans une question de pression. Il y a aussi, pour finir, même des partis de droite maintenant sont devenus des grands défenseurs du développement durable, de l'environnement, et ainsi de suite. C'est en quelque part pour se faire élire. Donc, il va y avoir un complexe jeu de pression, mais malheureusement, avec beaucoup de dangers. Merci, Ricardo. Marie-Christine, je vais aussi te rajouter une question parce qu'elle t'est dirigée directement. C'est sur le rôle du mouvement féministe qui demande, donc quelqu'un qui demande est-ce que le mouvement a réussi à obtenir d'autres gains ou d'autres concessions au-delà de la parité? Est-ce qu'il y a d'autres choses que le mouvement a réussi à obtenir liées au processus constituant? Et est-ce qu'il y a éventuellement des alliances ou des collaborations entre les féministes et les autochtones pour éventuellement faire front commun face au gouvernement pour obtenir aussi des concessions particulières sur les mécanismes durant le processus constituant? Et ça, c'est pas directement lié à ça, mais sur la participation, on a aussi un commentaire de quelqu'un qui nous rappelle qu'en avril 2021, contrairement au plébiscite de dimanche dernier, les Chiliens à l'étranger ne pourront pas voter. Tandis qu'en 2022, là, les Chiliens à l'étranger, de nouveau, pourront voter. Donc aussi, il y a à peu près 60 000 Chiliens et Chiliennes inscrits à l'extérieur. Ce n'est pas déterminant pour les résultats, mais quand même, ce n'est pas exactement les mêmes populations qui vont pouvoir participer aux différents scrutins. Donc, la base n'est pas exactement la même. Marie-Christine, je te laisse la parole. Merci beaucoup. C'est la parité de genre dans la parole. Donc, merci beaucoup pour les questions très intéressantes. En fait, je voulais d'abord souligner la première chose pour en venir aux alliances. Dans le recensement de 2017, en fait, on voit que la population autochtone est à 80,5% urbaine. Donc, la première des choses qui est très importante d'avoir en tête, c'est que premièrement, même si certaines régions rurales dont on parlait au début ont moins voté, en fait, ça n'indique pas nécessairement que les populations autochtones n'ont pas participé au processus, au contraire. Et donc, les populations autochtones, par exemple à Santiago, Antofagasta, Concepción, Temuco, sont très, comment dire, ont vraiment depuis, et ça c'est depuis 2011 en fait, depuis un grand rassemblement sur le Cerro Ñemol à Temuco, où elles ont décidé en fait de participer pour transformer la politique au Chili. Donc, c'est vraiment un point important dans l'histoire, puisque, effectivement, l'attitude de violence à leur égard, à leur endroit, notamment, en tout cas particulier des Mapuches, aurait pu, disons, les mener à toujours vouloir travailler de manière séparée. Mais ce n'est pas le cas, en tout cas. Et donc, on a assisté à la création d'organisations autochtones, par exemple, l'an dernier, le Parlement national des femmes autochtones et peuples originaires. C'est une organisation indépendante qui s'est créée pour essayer de donner une voix à la représentation autochtone
dans tout le processus de mobilisation. Et donc, ces organisations-là, d'un côté. De l'autre côté, toute personne qui a été au Chili le voit, nous on l'a vu avec la délégation québécoise, c'était vraiment frappant. Dans la société civile, on va l'appeler comme ça, chilienne, il y a maintenant le collège des avocates féministes, des journalistes féministes, des aides-soignantes féministes. Donc, la revendication globale féministe maintenant touche une foule de secteurs et une foule d'organisations qui auraient les ressources pour justement pouvoir présenter des candidatures. Donc ça, c'est assez intéressant parce que même si on ne fait pas partie, je ne sais pas moi, d'une organisation traditionnelle, féministe, on peut faire partie de cette mouvance-là et être amené justement à travailler pour présenter des candidatures pour les listes. Donc, en d'autres termes, vraiment un processus qui, moi, m'apparaît semblable à ce qu'on a vu en Bolivie au moment avant le commencement des travaux, multiplication d'organisations qui étaient des organisations parapluies. Dans le cas de la Bolivie, c'était les organisations qui s'appelaient autochtones, mais qui souvent rassemblaient des non-autochtones aussi de manière tout à fait conviviale, même plus que conviviale, d'alliance. Et là, ici, dans le cas du Chili, on aurait quelque chose qui ressemble à ça avec aussi les organisations féministes qui défendent également la position des Autochtones. On l'a vu avec la dénonciation du fait que la Machi Lincolnau n'a pas pu voter et beaucoup d'autres cas. Les organisations féministes dénoncent à tous les jours le traitement des femmes autochtones en prison. Elles sont très proches. C'est un féminisme éco-territorial aussi, très vaste, qui reprend des postulats également décoloniaux, donc qui sont chers au mouvement autochtone dans ses orientations récentes en tout cas. Donc, il y a des alliances possibles. Malheureusement, on n'est pas là depuis janvier. Nous, sur le terrain, peut-être Emmanuel pourrait répondre plus précisément, mais les ingrédients, je dirais, semblent tout à fait là. Il y a un lien, disons, de lutte, de militance entre les organisations féministes, anciennes ou nouvelles, et organisations autochtones. Est-ce qu'ils vont faire des listes communes? Moi, je n'ai rien vu encore dans ma mince expérience sur Twitter, qui est à peu près, ça résume ma vie sur les médias sociaux. Mais si justement, il y a d'autres choses qui surgissent que les collègues ont vues. Donc, voilà, j'arrête là-dessus. Merci. Merci Marie-Christine. D'ailleurs, une des questions, je vais passer dans les médias un petit peu, c'était si jamais il y a des listes autochtones, sur quelle base elles vont être constituées, à partir de quels critères, c'est-à-dire qui est autochtone. Et on sait évidemment qu'il y a des débats là-dessus, sur qui peut revendiquer une certaine identité. Est-ce que c'est uniquement l'auto-identification? Est-ce qu'il devrait y avoir d'autres critères, soi-disant objectifs, pour déterminer ça? Mais a priori, on imagine que ça va être l'auto-identification, mais donc ça ouvre la porte aussi à la constitution même de ces listes autochtones et le rôle d'organisation éventuellement pour structurer ces listes-là. Tu voulais réagir? Il faut que tu mettes ton micro par contre. Il faut que tu mettes ton micro. Oui, pardon. Oui, un tout petit commentaire pour répondre à ça. En fait, ça, même si on imaginerait que c'est l'autoreprésentation qui a été le critère du recensement de 2017, ce n'est pas gagné. Actuellement, le gouvernement, donc le parti au pouvoir, ne refuse de prendre en considération l'autoreprésentation, ne veut pas donc donner un nombre de sièges équivalent à 13%, 12,8% qui serait, disons, ce que le recensement démontre. Et les populations autochtones, elles disent, ça nous prend 2 représentants et en plus, on veut des représentants pour les afro-descendants. Ça, c'est très intéressant parce que les afro-descendants font partie des pueblos originarios otros, donc les autres peuples originaires qui n'étaient pas nommés dans les catégories, mais qui sont... Et on voit les autochtones, comme on le voit en Colombie aussi, qui travaillent pour demander la représentation des afro-descendants. Donc, quelque chose de très intéressant. Mais donc, en ce moment, ça chope là-dessus. Les organisations autochtones et leurs alliés, on va le dire comme ça, demandent donc que ce soit correspondant à l'auto-identification et ceci étant aussi en harmonie avec les critères de la Convention 169. Donc, on s'appuie sur le droit international.
On sait qu'au Chili, surtout le gouvernement actuel, vraiment ne veut rien savoir du droit international. On l'a vu justement dans tous les codes de droits humains. Les tribunaux font fi complètement des conventions que le Chili a signées. Donc, malheureusement, ce n'est pas un argument qui va convaincre beaucoup probablement le gouvernement. Et ça doit se jouer autour d'un accord, encore une fois, avec le gouvernement en place. Donc, probablement que la rue va jouer un rôle important puisque ça n'a pas été tranché hier et on essaie de gagner du temps pour aller chercher une représentation qui soit correspondante effectivement à l'auto-identification. Mais le gouvernement veut que ce soit débattu par la Corporation de développement autochtone. Oui, Ricardo, tu veux rebondir? Ton micro. Très rapidement, je vais juste montrer une photo qui montre les liens entre, je vais la montrer, puis après ça, je vais la commenter. Est-ce qu'on la voit? Oui. Donc, qui montre justement la convergence des luttes dans cette militante mapuche qui porte donc le foulard sur le droit à l'avortement ainsi que des signes mapuche. Bon, comme disait Marie-Christine, dans les collectifs féministes, il y a carrément du féminisme mapuche. C'est un référent assez important. Et oui, c'est ça. Le foulard me fait penser à un autre élément sur lequel Marie-Christine n'est peut-être pas revenue autant. La force du mouvement féministe, c'est qu'on est passé, le foulard vert, c'est sur le droit à l'avortement. Donc, au Chili, il n'y a toujours pas de réel droit à l'avortement libre, gratuit, universel, sécuritaire. Et donc, ça, c'est un front de lutte qui va ensuite de ça s'élargir à la dénonciation des violences, comme a montré Marie-Christine sous toutes ses formes. Donc, c'est vraiment le mouvement féministe actuellement est si important ou est devenu le symbole dont parle Marie-Christine du fait donc de cette capacité à articuler de manière intersectionnelle l'ensemble des luttes, environnement, mapuche, et ainsi de suite. Merci. Parmi les commentaires qu'on reçoit au fur et à mesure, bon, il y a cette question sur laquelle vous avez déjà un petit peu parlé, c'est des coalitions, mais en gros, c'est le fossé entre les élites, les partis et la rue. Est-ce qu'il y a des organisations, des plateformes, des coalitions qui pourraient un petit peu faire le pont entre ces différents espaces et éventuellement permettre aux populations les plus marginalisées de pouvoir participer au débat constitutionnel ou constituant. De même, durant les travaux de la Convention, est-ce qu'il pourrait y avoir des mécanismes pour permettre aux personnes qui ne sont pas du tout habituées à prendre la parole en public ou qui sont pas élus, qui ne sont pas issus de la classe politique ou qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas des dirigeants de mouvements sociaux, pour les aider à participer aux différents débats dans les différents espaces. Et à l'autre extrême, si on pense au discours de Piñera le dimanche soir à l'issue des résultats, le président Piñera qui, évidemment, a accompagné ce processus contre son gré, ça ne faisait pas partie du programme de la coalition gouvernementale, c'est la rue qui l'a obligé à faire des concessions à ce niveau-là. Et dimanche, il a fait un discours comme si vraiment c'était quasiment son idée et comme si c'était lui qui était à l'origine de tout ça. Et il présentait ça quasiment comme sa victoire personnelle, ce résultat constitutionnel. Donc, est-ce que le président ou le gouvernement peut peser et vraiment influencer le contenu des travaux de la Convention et à quel point est-ce qu'ils peuvent récupérer les travaux à leur avantage, tout en sachant qu'en novembre 2021, il y aura les élections présidentielles et que les travaux de la Constituante ne seront pas finis. Et donc, il y aura un croisement entre le processus constituant et le processus électoral présidentiel et il risque d'avoir, disons, une contamination de l'une par l'autre. Emmanuel, est-ce que tu veux…
rebondir là-dessus? Oui, merci pour les questions. Alors, la première question que tu poses, c'est la question de la symétrie de pouvoir, de capacité, d'écoute, de se faire entendre. Ça, ce n'est pas un sujet dont on parle pour l'instant. Alors, l'autre sujet dont on parle, oui, avec les sièges pour les populations autochtones, d'ailleurs, il y a une espèce de contamination des deux questions, c'est la question des populations handicapées. Alors, je ne sais pas quel est le terme le plus politiquement correct en ce moment en français, je suis désolée. Alors, c'est apparu assez récemment, et puis justement, il y a une indication hier d'une des sénatrices en disant oui, mais enfin bon, en plus des sièges autochtones, il faudrait quand même qu'on voit la question des populations handicapées, leur représentation au sein de la Convention. Sachant que les populations handicapées, c'est environ 2 millions de personnes sur 18 millions d'habitants. Donc, c'est aussi un secteur de la population très, très important. Alors, bon, là, on est un peu… il y a beaucoup de débats de toutes sortes, mais par exemple, sur toi, comme tu présentes la question, Marcos, enfin, ou de nos auditeurs, la question de la symétrie, elle est présentée pour l'instant par certaines figures politiques ou sociales. Je pense par exemple Benito Baranda, le directeur d'Amérique solidaire, qui travaille et vit dans les quartiers populaires et qui milite pour le droit au logement. Alors, ce genre de personnes, effectivement, pose directement la question de la symétrie dans l'écoute. Mais au-delà de ce désir mis en place par certains, pour l'instant, comme je le disais au départ, tout ça, ça va faire partie de l'auto-administration de la Convention et des règlements dont elle va se doter. Et comme on l'a dit, comme l'ont dit très clairement Ricardo et Marie-Christine, de la pression de la rue, de la pression des organisations pour arriver à se faire entendre. Alors, donc, pour l'instant, non, il n'y a aucun mécanisme dont on parle. On parle déjà un peu des mécanismes de participation, mais comme je vous disais, on a 6 mois avant l'élection de l'Assemblée pour que toutes les propositions soient sur la table. Alors après, il y a quand même des collectifs très, très importants. Pour revenir rapidement sur la question de la parité, il faut aussi rappeler, en plus de la pression de la rue des féministes, il y a eu tout le travail fait par le réseau des femmes politistes ou politologues, qui est le groupe d'expertes non militantes qui a travaillé sur la question de l'Assemblée paritaire et qui ont fait une proposition technique extrêmement réaliste, qui abordait les questions de financement. Donc, il y a aussi des comités d'experts. Bon, alors effectivement, ça ne répond pas toujours aux besoins, aux demandes de la rue, mais il y a aussi un niveau de travail qui, par exemple, a permis très rapidement d'insérer la question de la parité lors des négociations avant le 15 novembre et qui a fait que ça a été pris en compte à ce moment-là. Donc ça, c'est aussi très, très important. Après, sur la symétrie, pour l'instant, on n'a toujours pas de réponse. Et après, sur le président Piñera, en fait, depuis le départ, il récupère quand même ce qui se passe. On l'a entendu avec des discours très, très divergents à l'étranger ou devant des médias internationaux dire au plus fort des manifestations « je suis d'accord avec les manifestants », alors que les manifestants étaient contre lui. Et un des premiers leitmotifs des manifestations après le 18 octobre, c'était « Piñera renuncia ». Bon, ça n'existe pas dans la Constitution. La démission du président, il peut être inhabilité, mais il ne peut pas renoncer, enfin, il ne peut pas être démis de ses fonctions par décision propre. Donc, il y a une espèce de schizophrénie de la part du président. On a dit aussi à une époque qu'il a très mal encaissé le coup au départ. Il a eu beaucoup de difficultés à reprendre le fil. Et puis, il y a eu toutes ces questions de son protagonisme face aux médias, de ne pas… Bon, ça, c'est aussi les problèmes d'un système hyper présidentialiste. Mais la récupération politique, il en a fait, en fait, depuis le 18 octobre, ou à partir du moment où il a pu articuler un discours avec les représentants des différents ministères. Mais il est assez spécialiste dans la récupération parce qu'il y a aussi deux terrains. Il y a le terrain national et puis il y a aussi le terrain international. Donc, je pense que le public chilien est habitué à ces discours ou contradictoires ou de récupération depuis déjà pas mal de temps. Merci, Emmanuel. Ricardo, sur la question de la symétrie, est-ce que tu as observé, toi, à plusieurs reprises, des assemblées territoriales et cabildos? Est-ce que tu vois qu'il y a des mécanismes qu'on pourrait éventuellement transposer durant le processus constituant? Moi, j'allais répondre à la question que tu avais posée au départ, la récupération par la droite et aussi les coalitions.
Et j'en ai déjà parlé des cabildos qui essaient d'influencer, mais il n'y a pas de mécanisme direct. Et l'idée des cabildos qui serait fantastique, donc des espèces de conseils communaux, conseils thématiques, n'est pas reproductible. C'est d'où l'idée de... C'est pas une assemblée constituante qu'on aurait créée, c'est vraiment quelque chose que l'on cherche à maintenir sous le couvercle de l'institutionnalité actuelle, d'où l'imbroglio avec ces élections interminables qui vont diluer le problème. Et donc, ça, c'est le gros problème qui pourrait faire en sorte que des organisations sociales ne participent pas à ces coalitions-là. Donc, je vais commencer par ta question sur la droite. La droite, donc, c'est un classique, hein, le fait de récupération, répression, nouvelle constitution. Ça, je pense que je suis en train de traduire une affiche que j'ai vue au Chili. Mais en tout cas, donc, ce lien-là est déjà fait, est déjà même inscrit sur les murs du Chili. Donc, on n'y croit pas à ces récupérations. D'ailleurs, Piñera, oui, hier, faisait semblant d'être content. De fait, son visage était beaucoup moins magané, je ne sais pas comment on dit ça en français acceptable, mais que pendant pendant la crise, ça allait vraiment mal. Là, il y avait de l'air regaillardi. Par contre, c'était ces ministres derrière qui avaient une phase d'enterrement, là, eux, c'était clair qu'ils avaient voté contre donc, le processus constituant que Piñera essayait de récupérer. Par contre, ce que je dis, c'est que au moment où la droite va se présenter, elle peut compter sur un 20-30% du vote pour ces candidats qui peuvent s'enligner de manière ordonnée. Au niveau de la gauche, entre guillemets, je ne sais pas où placer la démocratie chrétienne, donc je l'exclus, mais juste dans ceux qui sont de centre-gauche, tu as le Parti socialiste, le Parti pour la démocratie libérale et ainsi de suite, radical plutôt. Eux, ce serait le centre-gauche. Ils vont proposer, sans doute, selon les coalitions qui se sont enlignées pour le référendum, une plateforme électorale. Après ça, tu as pour faire très simple, le Parti communiste avec certains partis du Frente Amplio, donc un peu plus à gauche, mais qui s'est divisé autour de la constituante, avec les Verts et les humanistes. Et ensuite de ça, tu aurais les autres fractions plus à gauche ou pas, en tout cas du Frente Amplio, avec des organisations sociales. Et encore là, lorsqu'on arrive aux organisations sociales, ce sont celles qui sont les plus institutionnalisées. Donc, Nomas AFP, la CUT et des organisations. Bien, juste pour donner un exemple, les féministes se sont retirés de la Mesa de Unidad Social parce qu'ils trouvaient que c'était trop institutionnalisé, qu'on devait faire trop de concessions. Donc, c'est ça qui me fait peur. C'est ça. Là, j'ai brossé à grands traits au moins 4 branches qui pourraient se diviser. Et donc, 4-20, ça veut dire que si la droite va chercher son plein 20%, 20 quelques, et que le front se divise à gauche, sans parler des indépendants, la démocratie chrétienne, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui me fait peur. Est-ce qu'il va y avoir un liderazgo, donc un leadership qui va réussir à créer l'unité? Ça se peut, mais comme tu le faisais remarquer toi-même, Marcos, ou quelqu'un d'autre, Emmanuel, c'est jusqu'en janvier qu'ils ont pour créer, s'organiser, mettre ces plateformes-là. Donc, voilà, tout reste à voir. Et puis, désolé si je n'ai pas répondu directement à la question. Non, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait aussi très bien avoir une convention constituante où la droite serait pas nécessairement majoritaire au niveau quantitatif, mais en tout cas hégémonique et aurait vraiment plus d'influence que ce qu'a reflété le vote de dimanche dernier, quoi. Et en plus, elle a juste besoin d'un tiers pour avoir un droit de veto. Oui, mais ça, on va y revenir à ça, mais Marie-Christine. Bon, alors je vais risquer un commentaire qui ne va pas dans le même sens que ce qui vient d'être dit.
Moi, j'observe depuis, donc nous, quand on était, d'ailleurs, Marcos et Ricardo, avec la délégation québécoise au Chili, donc on était encore dans un rejet très fort, très fortement exprimé des partis politiques. Sans dire que la situation a changé complètement, il y a des choses qui se sont passées, à mon avis, depuis dans la dernière année, dans le cadre des manifestations. Par exemple, bon, la figure de Daniel Jadwe, qui est le maire donc d'une commune, pour les gens qui ne savent pas, de Santiago, ben, Recoleta, qui est un communiste et qui, en ce moment, d'ailleurs, est vu comme une figure présidentiable probable pour qui réussit à faire une sorte d'unité quand même assez grande au niveau de la gauche. Donc, il y a des personnages comme ça. Il y a aussi Sharp, qui est le maire de Valparaiso, qui ont pris des positions. Par exemple, Sharp qui a demandé, en fait, qui a essayé de demander aux Nations Unies de l'aider à freiner les forces de l'ordre qui étaient en train de massacrer la population dans sa ville, puisque au Chili, ce ne sont pas les maires qui décident de ça, mais bien c'est décidé par le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a eu quelques bons coups, si vous voulez, des partis politiques, et peut-être il faut quand même aussi mentionner actuellement donc deux choses que l'opposition, nommément très surprenamment, donc peut-être pour certains le Parti socialiste et la démocratie chrétienne, mais le Parti socialiste a été celui qui a mené la question du déblocage de 10% des fameux fonds de pension privatisés auxquels les gens doivent contribuer sans jamais à peu près pouvoir les toucher. Donc, cette bataille-là a été menée pour obtenir que 10% de cet argent-là puisse être disponible durant la pandémie. C'est un truc qui a été très, très médiatisé et c'est l'opposition modérée, entre guillemets. Je ne sais pas si les socialistes seront d'accord avec l'appellation que je leur donne, mais en tout cas, puisqu'ils avaient participé à plusieurs gouvernements de concertation depuis le début, le retour de la démocratie. Donc, le Parti socialiste, à ce niveau-là, avec quelques figures, dont des sénateurs socialiste, s'est illustré à cet égard-là. Et actuellement, donc, c'est Wenchumilla, qui est un sénateur démocrate chrétien autochtone, qui est celui qui est vu comme menant la bataille contre les secteurs officialistes, donc du gouvernement, pour avoir une représentation vraiment proportionnelle de la population autochtone. Donc, tout ça pour dire que les lignes de fracture, et bon, les étudiants, c'est le dernier mot que je voulais dire, les étudiants, on l'a vu très clairement au début, ne voulait absolument pas appuyer, même pas le plébiscite en fait. Il s'était prononcé contre les grandes associations étudiantes et au moment où on partait du Chili à la fin janvier, on avait eu la chance de rencontrer les associations étudiantes du secondaire et universitaire qui nous avaient dit « ben ça va, on va prendre toutes nos vacances pour faire la campagne du plébiscite. On va promouvoir auprès de nos membres de participer à ce plébiscite avec des figures comme Victor Champreau qui a été persécuté par la répression durant les manifestations. » Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai quand même la sensation On dirait que Marie-Christine s'est congelée. que même si l'union n'est certainement pas consacrée entre la société... Pardon? J'ai pas entendu, désolé. Tu avais perdu un moment, mais tu es de retour. Donc, OK. Ben, c'était juste pour dire que tout le travail, par exemple, du réseau des femmes politologues, merci de le souligner, Emmanuel, désolée d'avoir oublié ça, mais ce sont des gens qui essaient aussi d'imaginer des façons de rétablir des ponts pour que toute l'extraordinaire énergie de la société chilienne, disons, puisse s'exprimer. C'est vraiment un enjeu important. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui le comprennent aussi. Donc, voilà, je risque cette évaluation. Merci Marie-Christine. Je voudrais rebondir, puis là on arrive vers la fin de cette discussion, mais rebondir sur ce qu'a souligné rapidement Ricardo à la fin de son intervention, la question de qui peut bloquer de pouvoir de veto, disons, dans le processus constituant. Parmi les rares règles qui ont déjà été précisées pour la Convention constituante, c'est qu'il faut que les articles soient approuvés par 2/3 des membres de la Convention. Ce qui veut dire que, en fait, c'est très facile a priori,
il peut y avoir beaucoup d'articles qui vont être bloqués par un tiers qui réussit à voter en bloc. Donc, est-ce qu'on peut anticiper qu'il va y avoir beaucoup de blocages? Est-ce que ça va vraiment être très, très laborieux? Et est-ce que, étant donné cette règle des 2 tiers pour adopter les articles, est-ce que le résultat risque vraiment d'être très, très différent de la Constitution actuelle, ou est-ce qu'au final, on va avoir, étant donné cette règle des 2 tiers, une Constitution qui sera un petit peu mieux que celle qu'il y a maintenant au Chili, donc qui date de 1980, qui a été adoptée durant la dictature? Elle sera certainement beaucoup plus légitime de par le processus, mais est-ce qu'elle sera, au niveau de son contenu, vraiment beaucoup plus démocratique ou égalitaire ou inclusive que la Constitution de 1980? Et donc, ça pose un peu la question de tout ça, pourquoi au final? C'est quoi l'issue de tout ce processus, considérant qu'on y investit autant d'énergie et de ressources et de temps? Emmanuel, est-ce que tu veux commencer? Oui, alors c'est effectivement cet accord sur les 2 tiers, comme tu le dis, Marco, ça fait partie donc de cet accord du 15 novembre. Alors après, là, en ce moment, font rage les interprétations possibles de cet accord, parce que ça peut être 2 tiers sur l'ensemble du texte ou ça peut être 2 tiers par article. Alors effectivement, si c'est un 2 tiers par article, bon, ça peut donner lieu à des mécanismes de négociation. Bon, sur cet article-là, d'accord, je cède, mais sur l'autre, c'est vous qui cédez. Ça, c'est pas encore défini. Ça fait partie des choses à voir à l'avenir, avec tout ce qu'on a déjà vu qui doit être défini à l'avenir. Donc, on n'est même pas sûr vraiment comment ça va marcher, ce mécanisme des 2 tiers. Donc, pour l'instant, au-delà de ça, on ne peut pas dire grand-chose. Et après, il y a aussi donc l'autre question sur laquelle je souhaite revenir. La Convention peut aussi se doter de mécanismes. Par exemple, en cas de blocage, que fait-on? Non, par exemple, aux Nations Unies, en cas de blocage au sein du Conseil de sécurité, c'est l'Assemblée. Dans les commissions parlementaires, en cas de blocage, bon, ça dérive. Il y a d'autres. On renvoie à la Commission et ainsi de suite. Pour l'instant, la question des 2 tiers, c'est une question très générale. Après, il faudra voir sur les mécanismes concrets, donc ou par article ou sur l'ensemble de la Constitution. Et après, si effectivement il y a trop de blocages, qu'est-ce qui va se passer? Après, on pourrait dire que certains groupes peuvent faire un blocage continu. Enfin, il y a quand même la pression de la rue, c'est-à-dire qu'il est quand même difficile que certains secteurs boycottent de manière continuelle le processus, dans le sens où, pour la stabilité du Chili, il y a aussi un moment où revenir à une situation d'explosion sociale, ce n'est pas forcément une bonne idée. Après, il y a une autre question aussi dont on n'a pas débattu, mais je la présente, c'est tout. Est-ce que toutes les négociations vont avoir lieu au sein de la Convention? Ou est-ce qu'il peut y avoir des mécanismes de lobby, de l'argent qui circule? Après, ça, on ne sait pas. Donc, ce sera très intéressant aussi d'observer les mécanismes informels de tous les bords pour voir effectivement comment les décisions vont être prises. Oui, effectivement. Ricardo, est-ce que tu veux, pour aussi se converger vers une conclusion? Oui, donc merci d'amener la question parce que j'avais l'impression qu'on était en train de perdre le contenu finalement de la Convention. Tout ça pour ça, le qu'est-ce que ça? Bon, je pense qu'il faut bien garder en tête que la Constitution de 80, elle est anti-politique et néolibérale. Donc, on ne peut pas faire pire. C'est vraiment, on est à un plancher plus bas que ça. Je pense qu'on n'a jamais eu une Constitution aussi abjecte dans l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots. Parce qu'en fait, il y avait des lois qui parfois étaient votées même par le Congrès aussi néolibéral, consensuel qu'on a au Chili, et qui après ça était bloqué par des juges. D'ailleurs, il va falloir voir ça va être quoi ces pouvoirs pour refondre le système judiciaire, parce que la quantité le système chilien est vraiment pourri de l'intérieur. Donc, mais toujours est-il que les juges bloquaient des lois qui pouvaient justement entrer en contradiction avec la Constitution. Mais c'était leur rôle. Et puis, effectivement, eux autres, ils disaient, ben, la liberté d'entreprise est protégée, donc telle loi sociale empêche la liberté d'entreprise. Et donc,
On sait que il y a même beaucoup de marxistes qui sortent souvent, ben, une constitution n'a jamais donné à manger à qui que ce soit, on n'a jamais fait de la grève ou quoi que ce soit. Mais même une constitution fantoche de papier, disons, qui reconnaît le droit à la santé, à l'éducation, au logement, bien que ce droit-là ne soit pratiquement jamais reconnu, bien qu'au Chili, pendant la constitution de 25, qui n'était pas une constitution 1925, qui n'était pas une constitution socialiste, mais au moins parce qu'on reconnaissait ça, on pouvait après ça interpeller le droit et réussir à faire en sorte qu'il n'y ait que 35 morts lors d'une occupation de terrain plutôt que des centaines. Je dis 35 en 6 ans, c'était la démocratie chrétienne. Donc, un des enjeux, c'est de retirer ce fondement néolibéral sur la liberté d'entreprendre. D'ailleurs, il y a justement une conformité avec les textes et les accords de libre-échange signés par le Chili. Ça, c'est un autre des enjeux qui est encore là à débattre. Mais disons que peu importe combien on pourra aller chercher par rapport justement à la conformité des pratiques judiciaires et des engagements que le Chili signe au niveau des droits humains sur le plan international. Donc, droits sociaux, droits humains, juste incorporer ces quelques éléments-là, même si la droite peut finir par considérer en disant ben, ça ne coûte rien, ben, déjà là, ça va donner beaucoup d'outils pour réussir à, après ça, construire des lois qui ne pourront plus être bloquées par des juges et ainsi de suite. Pour le faire simple. Merci, Ricardo. Marie-Christine? Oui, donc oui, je partage ce point de vue aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut certainement pas faire pire ni même s'approcher d'un désastre comme la Constitution de 1980. Simplement mentionner que dans les autres processus constituants, même si le 2/3, on ne l'aime pas au Chili parce que c'est un héritage aussi, n'est-ce pas, des lois électorales déterminées par Pinochet, lui, en fait, par la Constitution de 1980. Mais il y a beaucoup d'exemples où ça prenait 2/3 des voix également en Assemblée constituante pour faire passer des mesures. Donc, ce n'est pas, disons, totalement nouveau. On a quand même réussi à inscrire les droits de la nature comme être à part égale avec les droits humains dans la constitution bolivienne malgré ça. Donc, disons, il faut voir, à mon avis, il y a des enjeux, encore une fois, je vais faire preuve d'angélisme, mais j'ose croire qu'il y a quand même des enjeux comme l'eau. Hein, la démarchandisation de l'eau qui a mobilisé beaucoup de gens, notamment autour de la tentative de faire signer l'accord d'Escazú qui protège aussi les défenseurs des droits de l'environnement au Chili. Le gouvernement n'a pas signé, mais ça reste quelque chose de très effervescent. Donc, ce scandale du fait qu'on peut brader des rivières aux enchères, en fait, c'est un symbole très fort. Même les nationalistes, on va dire, qui ne sont pas nécessairement de gauche, peuvent être choqués par cela au Chili. Donc, il y a quelques grands enjeux comme ça sur lesquels je pense vraiment qu'on risque d'avancer en voyant aussi les positions même des démocrates chrétiens dans le sud du Chili qui sont actuellement, qui déplorent justement la vente des rivières. Donc, en tout cas, sur les questions environnementales et la question des droits sociaux qui sont en ce moment vraiment enchaînés, il n'y a rien à faire, on ne peut rien changer à cause de cette constitution. Donc, juste le fait de dire qu'on peut évoluer vers une autre vision des droits sociaux et des droits humains ouvrirait des portes dont on ne soupçonne même pas la portée en ce moment. Donc, oui, et c'est très intéressant de voir cette discussion. Emmanuel, merci beaucoup de nous apporter l'idée de négociation article par article versus tout le processus. Donc, je pense que c'est des semaines et des mois fascinants devant nous. Il va falloir réavoir une autre discussion dans quelques temps pour faire le point, pour voir qu'est-ce qui se passe justement. On espère être sur place aussi. Donc, voilà. Mais simplement dire, je pense vraiment que on peut quand même avancer avec le matériel qu'on a malgré toutes les limites. Merci. On voit en fait qu'il y a vraiment énormément d'incertitudes, puis il y a beaucoup de choses qui vont se définir au fur et à mesure que le processus avance. Mais étant donné les attentes énormes d'une grande partie de la population et beaucoup de gens qui s'imaginent que ça va vraiment contribuer à améliorer les conditions de vie, les conditions d'existence et tout,
alors que quel que soit le produit, même si la Constitution change, que le temps que les effets réels se fassent sentir, ça va être des années. Et donc, le processus en soi, de par sa temporalité, va générer d'autres conflits, d'autres mécontentements et probablement aussi une dynamique politique qui risque de déborder le cas des processus constituants comme tel, autant de façon synchronique, mais aussi de façon diachronique. Donc, ce qui va venir après, après le plébiscite de sortie. Bon, ben, dernier mot pour conclure rapidement, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, finir sur une note d'espoir lyrique ou de cynisme? Marie-Christine a déjà fait ça, mais si tu veux un peu de cynisme. Non, mais oui, en fait, je voulais entrer en débat encore une fois sur, oui, le 2/3, c'est un mécanisme courant dans des processus constituants, sauf que justement, en Bolivie, on a pu parler pendant 2 ans. Et lorsqu'il y avait des blocages, on pouvait continuer à discuter, alors qu'ici, on l'a capé à 1 an maximum, 9 mois plus une rallonge de 3 mois, et après, c'est fini. Bon, je ne sais pas ce qui arrive si jamais on n'a pas fini. Puisqu'on a dit que c'est une page blanche, à ce moment-là, il n'y a plus de constitution, chose qui peut arriver, et puis les lois s'agglomèrent comme si on était en Angleterre. C'était pour la rime, tu parlais de l'iris. Merci beaucoup. Emmanuel, tu veux dire rajouter quelque chose? Ça va? Juste remercier énormément pour l'invitation et puis pour l'équipe qui est derrière nos écrans et qui fait que tout cela est possible en transmission instantanée. Donc, merci beaucoup à tous les techniciens, techniciennes et tous les gens qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui, ça marche. Merci beaucoup. Ben, effectivement, je tiens à remercier Camille Ranger pour le GRIPAL et puis Véronique Pronovo pour la chaire de recherche en sociologie des conflits sociaux qui ont assuré toute la préparation en amont et tout le travail technique durant l'événement, en recueillant les questions, les commentaires, etc. Donc, merci beaucoup à Camille et à Véronique. Et de nouveau, merci beaucoup à Emmanuel Barrosé, Ricardo Peñafiel, Marie-Christine Laurent. Vraiment, on voit qu'il y a beaucoup de matériel. On pourrait parler longtemps. Le processus va durer minimum 1 an et demi. Donc, on aura, j'espère, l'occasion de se réunir de nouveau et de reprendre tous ces sujets-là et les mettre à jour. Donc, merci énormément.